tué par le passé et qui tuerait probablement à nouveau. Vous savez, c'est comme quand on a la chair de poule. J'ai été frappé par les similarités. Il y avait un nœud coulant et une jeune femme noire enceinte qui avait peut-être été agressée sexuellement. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. L'enquête continue tant qu'on n'a pas trouvé de suspect. On était convaincus qu'il avait déjà fait ça auparavant. On était sous le choc. C'était lui? Jacksonville, en Floride, est une ville prisée par les touristes, reconnue pour son port, ses quartiers dynamiques et son superbe littoral. Mais de l'autre côté de ces plages achalandées se trouve un quartier défavorisé qui sera le théâtre d'une mystérieuse série de crimes pervers. Par une suffocante journée de juillet, Sherry Mack se rend à l'appartement de sa sœur, et ce n'est pas une simple visite de courtoisie. J'ai monté les escaliers de l'immeuble de ma sœur et j'ai frappé à sa porte. J'ai frappé à plusieurs reprises. Je sentais que quelque chose clochait. J'ai demandé au voisin s'il avait vu ma sœur. Il ne l'avait pas vue depuis qu'elle était partie avec les enfants ce matin-là. Il m'a demandé si ça allait et je lui ai dit que ce n'était pas normal. Tyresa Mack, 24 ans, est une mère monoparentale de 3 enfants. Cet après-midi-là, elle ne s'est pas présentée à son rendez-vous chez le médecin et elle n'est pas allée chercher ses enfants à la garderie. J'ai continué de frapper à sa porte. J'avais le pressentiment qu'elle était là. C'est pour ça que je ne suis pas partie. Elle n'était pas allée chercher ses enfants à l'école. Ce n'était pas normal. Pour elle, ses enfants passaient avant tout. Désespérée, Sherry a convaincu le voisin de l'aider à défoncer la porte. Tout était propre à l'intérieur. Mais quand je suis entrée dans la chambre, j'ai constaté des traces évidentes de lutte. Dès que je l'ai aperçue et que j'ai vu dans quel état elle était, je savais qu'elle était morte. Il ne fait aucun doute que Tyresa a été brutalement attaquée. Ses vêtements sont déchirés et le cordon du téléphone est enroulé autour de son cou. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas croire qu'elle était morte. L'agent Rodney McKean, du bureau du shérif de Jacksonville, est le premier enquêteur à arriver sur la scène. Ce jour-là, mon équipe travaillait le soir. L'appel provenait d'un immeuble situé à 2 coins de rue de nos bureaux. Donc on s'y est vite rendu. Tout semblait en ordre à notre arrivée dans l'appartement de la victime. Ce n'est qu'en entrant dans la chambre qu'on a remarqué tout le désordre. On est venu à la conclusion qu'il y avait eu une violente confrontation dans la chambre. Elle était à moitié nue. Et elle avait une grosse éraflure sur son nez. La peau avait littéralement été arrachée. Il y avait un cordon autour du cou de la victime. Et on a trouvé des marques sur ses poignets. Donc elle avait probablement été ligotée aussi. Ligotée et violée, d'après les traces de sperme trouvées sur le corps de la victime. Les enquêteurs remarquent aussi qu'elle devait porter une bague. Mais celle-ci est introuvable. Pendant notre fouille de l'appartement, on a remarqué un meuble télé dans le salon. Il y avait un motif précis dans la poussière. Il y avait donc une télévision à cet endroit, mais elle avait été récemment enlevée. Avec cette télévision et la bague manquante, les enquêteurs croient qu'il s'agit d'un vol qui a mal tourné. Mais quelque chose cloche. J'ai demandé à Sherabia si sa sœur avait des ennemis connus, ou si elle connaissait quelqu'un qui lui en voulait. Aucun signe d'entrée par effraction.
Est-ce que Tyresa aurait pu connaître son meurtrier? Qui aurait pu faire ça? Elle ne laissait jamais entrer d'étrangers chez elle. Alors ça devait être quelqu'un qu'elle connaissait. C'était très difficile à comprendre. Tyresa Mack est née en 1975. Elle est la troisième d'une famille de 6 enfants et elle a grandi à Jacksonville. Après avoir terminé son secondaire, elle a trouvé un emploi pour élever ses 3 enfants. Elle était très gentille et déterminée. C'était une bonne mère. Quand elle n'avait plus de travail, elle en cherchait un autre. Elle était allée passer une entrevue ce matin-là. Le dernier jour de sa vie, Tyresa Mack s'est élevée tôt pour aller reconduire ses enfants à la garderie. Par une chaleur accablante, elle était ensuite partie à la recherche d'un nouveau travail. Ce n'est pas facile de garder son emploi avec un bébé asthmatique. On a appris que Tyresa Mack avait beaucoup de problèmes au travail, parce qu'elle devait souvent s'absenter pour aller chez le médecin avec son enfant. Le jour de sa mort, elle avait un rendez-vous chez le médecin à 15h pour son bébé. Tyresa retourne chez elle vers 13h pour se rafraîchir, avant d'aller chercher ses enfants et de se rendre chez le médecin. Cette journée-là, elle devait aller les chercher à l'école pour aller au rendez-vous du bébé. À 17h, un employé de l'école les a emmenés chez ma grand-mère. Ce n'était pas normal parce que ma sœur devait aller les chercher. La grand-mère de Tyresa avait essayé de la joindre à plusieurs reprises pendant l'après-midi, mais en vain. Elle a donc appelé Sherebia pour lui demander si elle savait où était sa sœur. Sherebia l'ignorait, alors elle s'est immédiatement rendue à son appartement. Le corps de Tyresa est envoyé au laboratoire judiciaire pendant que les policiers interrogent les voisins. Et la chance leur sourit. 2 témoins ont vu un grand homme noir quitter l'appartement vers 13h. On a identifié 2 témoins pendant notre enquête. L'un avait vu un suspect quitter l'immeuble avec une télévision, et les 2 l'ont vu monter dans son véhicule, puis quitter les lieux. Le lendemain, les policiers montrent aux témoins une série de photos de suspects correspondant à la description fournie. Mais aucun n'est capable d'en identifier un. De son côté, la famille de Tyresa dresse sa propre liste de suspects. On nous a signalé 4 individus qui connaissaient la victime au moment de sa mort. On les a tous interrogés et ils ont tous accepté de nous laisser prélever un échantillon d'ADN. Mais aucun de ces individus ne correspondait à la description des témoins. Au laboratoire, les techniciens sont parvenus à prélever un échantillon d'ADN du sperme recueilli sur la victime. Avec cet indice, les enquêteurs pourraient résoudre ce mystère. Malheureusement, notre suspect ne se retrouvait pas dans la base de données génétiques. On avait donc un échantillon, mais il fallait en trouver un correspondant. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. L'enquête continue tant qu'on n'a pas trouvé le suspect. Malgré l'apparente négligence du tueur, il est parvenu à semer les enquêteurs. On avait des preuves recueillies sur les lieux, le cordon du téléphone, un échantillon non identifié d'ADN et diverses empreintes digitales qui ne correspondaient à personne dans nos fichiers. Après avoir exclu les suspects potentiels, on se retrouvait devant un mur. Tyresa Mack était une très bonne citoyenne. C'était une jeune mère qui travaillait fort. On ne pouvait identifier personne qui avait un motif pour la tuer. L'enquêteur McKean a continué de travailler sur cette affaire, mais il avait épuisé toutes ses pistes. Et il n'avait toujours pas de suspect. Les semaines passent, puis les mois, et toujours pas de nouvelles pistes. Le meurtrier court toujours, et le mystère demeure entier. Qu'est-ce qui aurait pu le pousser à faire ça? Pourquoi elle? Je ne souhaite ça à personne. Mais elle avait des enfants. Et un bébé. Alors pourquoi elle? Le meurtre de Tyresa Mack est classé comme une affaire non résolue et le demeurera pendant encore 4 ans, jusqu'à ce que, par un jour d'hiver à Jacksonville, le tueur frappe à nouveau. Mais cette fois-ci,
Il ne se contente pas de faire une seule victime. Lorsque des aurores boréales illuminent le ciel, que le vent sculpte des paysages et que des chutes d'eau se transforment en or, comment expliquer de tels phénomènes? Étrange météo, dès 21h au lundi Science. C'est notre destin à chacun qui nous a menés ici. On doit leur rappeler que la Terre n'est pas à prendre. Celui-là est définitivement plus gros que le dernier. Dès maintenant. Les moisissures assiègent-elles votre salle de bain, votre laveuse ou votre sous-sol? Wesh! Où qu'elle se trouve, rien n'en vient à bout comme le détachant contre les moisissures CLR. Sa formule sans eau de javel nettoie sans vapeur irritante et dégage un frais parfum de propreté. En fait, c'est le seul produit en son genre qui porte le sceau environnemental de l'EPA. Il est donc plus sûr pour vous et votre famille. CLR pénètre en profondeur pour dissoudre les taches de moisissure sur presque toutes les surfaces, les laveuses à chargement frontal, les carreaux et le coulis. Le détachant contre les moisissures CLR nettoie vraiment les sous-sols où les taches de moisissure peuvent être tenaces. Le détachant contre les moisissures CLR. Enfin, un produit dur mais sûr qui respecte l'environnement. Dur contre la saleté, doux pour tout le reste. Participants: Canadian Tire, Home Hardware, Home Depot, Loblaws Provigo, Rona Renault Dépôt, Jean Coutu, BMR, Unimat, Walmart. Du porc effiloché, ça va être bon. Mais ça va être prêt dans 5 heures. On va faire quoi pendant 5 heures? Goûtez dès maintenant au sandwich porc effiloché barbecue des restaurants Subway. 5,49 pour un 6 pouces. Oh oui, la plus douce douceur. Volipat. Charmin Ultra Soft est si doux que vous voyez la douceur grâce à nos coussins et confort. De plus, vous pouvez en utiliser jusqu'à 4 fois moins que la marque de l'oiseau à une épaisseur. Allons-y gaiement avec Charmin. Pour moi, la base d'une relation épanouie, c'est de partager les passions, les valeurs communes. C'est pourquoi j'ai choisi Elite Singles. Inscrivez-vous sur Elite Singles, votre choix numéro 1 pour des rencontres premium au Québec. Un service Affinitas libre d'essai réservé aux personnes majeures. Je m'y connais beaucoup plus en chaudière qu'en informatique. Mais quand on utilise Square pour accepter les cartes de crédit, se faire payer est un jeu d'enfant. Les fonds sont tout de suite déposés. Je peux compter sur cet argent et le réinvestir dans l'entreprise. Tout est simple et facile. Acceptez toutes les principales cartes de crédit avec Square et obtenez rapidement votre argent. Commandez votre lecteur de carte gratuit sur square.ca. Le froid n'engourdit jamais l'instinct d'un tueur. Meurtre de sang-froid, ce soir 21h, au Vendredi policier. Il y a maintenant 4 ans que Tyresa Mack, une mère monoparentale, a été violée et étranglée dans son appartement. Le tueur s'est fait discret depuis. Mais il se prépare à sortir de l'ombre. À Jacksonville, en Floride, Sarah Anthony cherche son amie et voisine, Nikia Kilpatrick. La jeune mère monoparentale de 19 ans est enceinte de son 3e enfant et Sarah est sans nouvelles d'elle depuis plusieurs jours. Elle entend quelque chose bouger à l'intérieur. Un des enfants est venu à la fenêtre et a ouvert le store. Sarah a pu alors constater que l'appartement était sans dessus-dessous. Elle a vu Nikia inconsciente sur le sol, à mi-chemin entre la chambre et la salle de bain. Sarah court chercher de l'aide.
Les enfants étaient seuls dans l'appartement avec le cadavre de leur mère. À notre arrivée, on a constaté qu'ils avaient cherché de la nourriture. Il y avait plusieurs boîtes de céréales ouvertes et ils avaient mangé tout ce qu'ils pouvaient. S'ils étaient restés là quelques jours de plus, ils auraient pu mourir. Pendant que les techniciens en scène de crime fouillent l'appartement, les enquêteurs examinent le corps. Elle était là depuis quelques jours. On a remarqué qu'elle avait été attachée. Le tueur avait fait un nœud coulant avec un cordon de télévision et il l'avait passé autour de son cou pour l'étrangler. Le tueur n'a laissé aucune empreinte digitale derrière lui et il n'y a aucun signe d'entrée par effraction. La seule preuve recueillie par les enquêteurs est un échantillon de sperme prélevé sur le corps de la victime. On a trouvé du sperme, mais on ne pouvait pas déterminer si Nikia avait été agressée sexuellement par le meurtrier ou si elle avait eu une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. On ne trouvait rien qui pouvait suggérer qu'elle avait été agressée sexuellement. Les enquêteurs questionnent les voisins de Nikia, mais personne n'a rien vu. Ou personne ne veut parler. Cette affaire en est vite restée là. Les membres de la famille de Nikia m'appelaient et j'étais désolé de ne pouvoir rien faire pour eux. Puis on nous a signalé une autre victime. Dix jours après le meurtre de Nikia Kilpatrick, une autre jeune femme est retrouvée morte dans son appartement. La victime habite à 1,5 km de chez Nikia. Vous savez, c'est comme quand on a la chair de poule. Dans le même quartier, il y avait une autre jeune femme noire, morte, étranglée dans un appartement. Elle était enceinte. Tout le monde se demandait ce qui se passait. L'enquêteur David Smith est assigné à cette nouvelle affaire. Shawanda McAllister était une femme afro-américaine d'environ 20 ans. Elle étudiait les sciences de la santé. Elle était enceinte de 2 ou 3 mois. C'était une jeune femme sympathique et travaillante. Les policiers tiennent à discuter avec le petit ami d'origine jamaïcaine de Shawanda, Rashid Topey. Il avoue être entré par effraction dans l'appartement ce soir-là, mais c'était parce qu'il avait oublié ses clés. Rashid nous a raconté qu'il était rentré vers 23h30 ce soir-là. Personne ne répondait à la porte. Donc, il est entré par une fenêtre. C'est alors qu'il prétend avoir trouvé sa petite amie sans vie. Elle était face contre terre au pied de son lit. Elle était dénudée en bas de la taille. Elle avait les chevilles attachées avec un cordon électrique qui provenait de la télévision. Et il y avait un autre cordon électrique autour de son cou. Elle est donc morte, étranglée. Tout comme sur la scène du meurtre de Nikia Kilpatrick 10 jours plus tôt, le cordon électrique autour du cou de Shawanda forme un nœud coulant. J'ai été appelé sur la scène de crime de l'enquêteur Smith et j'ai été frappé par les similarités. Il y avait un nœud coulant et une jeune femme noire enceinte qui avait peut-être été agressée sexuellement. J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait du même suspect. Pendant nos recherches, on a trouvé par terre un condom utilisé tout près du corps de Shawanda. Les techniciens en scène de crime se mettent vite au travail, mais ils ne trouvent qu'une autre preuve possible. On a trouvé un reçu de guichet automatique dans l'appartement. Shawanda était allé à la banque pour retirer environ 240 $. Le reçu a été imprimé vers 20h30 ce soir-là. Mais avant que l'enquêteur Smith ne puisse explorer cette piste, il reçoit l'ordre d'interroger Rashid Topey. Mon sergent m'a dit qu'il fallait discuter avec le petit ami. Son histoire était très étrange.
alors je devais l'interroger immédiatement. Il fallait que je procède très vite, alors je l'ai emmené au poste de police pour le questionner. Alors que la nouvelle de cet autre meurtre se répand à Jacksonville, la peur et la colère s'installent. La police doit mettre fin à cette série de meurtres dès que possible. Aurait-elle enfin mis la main sur l'assassin? Ou quelqu'un d'autre se prépare-t-il à frapper de nouveau? Il infiltre un gang de motards pour sauver sa peau. Si tu survis en tant que prospect et que tu deviens un vrai membre, il y a une seule chose que je peux te garantir. C'est que tu vas te retrouver mort ou en prison. T'es prêt à accepter ça? Ouais. Bienvenue à bord. S'il savait la vérité, il me tuerait tout de suite. Motard espion, ce soir 22h, au Vendredi policier. Les noisettes comme celles que l'on trouve dans la crème onctueuse de Bueno sont récoltées depuis plus de 9000 ans. Mais rassurez-vous, les nôtres viennent juste de l'être. Des gaufrettes croustillantes, onctueuses et aux noisettes. Bueno, découvrez la gourmandise à l'état fin. Que pensent les femmes du test de grossesse première réponse résultat précoce, dont la technologie avancée décèle plus de types de l'hormone de la grossesse? Que c'est une première. Des résultats précis jusqu'à 5 jours plus tôt. Première réponse, c'est une première. C'est normal d'en avoir des fantasmes, tout le monde en a, mais t'es pas obligé de les réaliser. Tu me fun avec un gars ou avec une fille? Et toi, une belle blonde. Laquelle? Puis voyons donc, t'es-tu malade? Je coucherai jamais de la femme de mon frère. Hey! Le monde a changé. Pas eux. Je peux tout expliquer. Paul Doucet, Guillaume le Métis-Vierge, Patrice Robitaille, les trois petits cochons 2. Pensez à quelque chose qui vous stimule pas. Denis Coderre. Au cinéma dès le 1er juillet. Comme ça, tu dois le rincer d'abord. C'est des pâtes cuites au four. Ça se lavera pas, ça, là. Ça a été cuit au four. Des problèmes de vaisselle? Oubliez ça. La puissance de Cascade Platinum s'attaque aux saletés collées les plus tenaces. Je te l'avais dit, moi. Cascade. Il y a plusieurs façons de savourer le cappuccino glacé de Tim Hortons cet été. Comblez votre envie pour le goût crémeux, frais et rafraîchissant du cappuccino glacé, aussi offert à saveur de mocha. Cappuccino glacé, fait pour nos étés. Qui que vous soyez, ou que vous alliez, il y a toujours quelqu'un qui veut vous oxyre. On ne combat pas un ennemi sans visage. Nous devons certes combattre, mais pas mourir nécessairement, pas si l'on nous porte secours. Qui va nous porter secours? Tout ce qu'ils nous ont volé, crois-moi, ils vont nous le rendre sans dupler plus encore. Le Trône de Fer, saison 6, dès le 27 juin, à Super Écran. Oh oui, la plus douce douceur. Bonne pâte. Charmin Ultra Soft est si doux que vous voyez la douceur grâce à nos coussinets confort. De plus, vous pouvez en utiliser jusqu'à 4 fois moins que la marque de l'oiseau à une épaisseur. Allons-y gaiement avec Charmin. Capteur avancé. Information d'angle mort. Alerte de collision avant. Et régulateur de vitesse adaptatif. Le Acura RDX 2017. Avec Acura Watch. Conçu pour vous laisser savourer pleinement la conduite. Louez le RDX à partir de 428 $ par mois pour 36 mois. Bienvenue à La Havane, le joyau de Cuba. On adore nos vieilles américaines. Mais à cause de l'embargo, elles sont figées dans le temps. C'est pas simple de les garder en état de marche dans ces conditions. On y arrive en s'entraidant et en se servant de l'ingéniosité cubaine. Cuban Chrome, mardi 21h, à Canal D. En janvier 2003, 2 jeunes femmes noires sont retrouvées sans vie en l'espace de 10 jours à Jacksonville, en Floride. Elles auraient été violées avant d'être étranglées avec des cordons électriques. Des techniciens découvrent que les échantillons d'ADN recueillis sur le corps de Nikia Kilpatrick
correspondent à ceux prélevés sur le condom trouvé près du cadavre de Shawanda McAllister. Mais les enquêteurs ignorent toujours qui est le coupable. On était convaincus qu'il avait déjà fait ça auparavant. Il savait ce qu'il faisait. On pensait que les victimes connaissaient le suspect, qu'elles auraient pu consentir à avoir des relations sexuelles avec lui et qu'il s'agissait probablement du même homme. Les autorités tournent leur attention vers Rashid Tope, le petit ami de Shawanda. C'était un jeune Afro-Américain d'une vingtaine d'années. Et il a essayé de nous faire croire à son histoire abracadabrante. Rashid raconte à la police que Shawanda et lui étaient à la laverie plus tôt dans la soirée. Rashid exerçait le métier de plombier. Un peu avant 19 h, il a quitté Shawanda pour aller suivre un cours de plomberie dans une école technique locale. Rashid dit être retourné chez lui quelques heures plus tard. Il n'avait pas les clés de l'appartement et la porte était verrouillée. Il entendait de la musique à l'intérieur et la voix d'un autre homme en compagnie de Shawanda. Shawanda lui a dit de s'en aller et de revenir plus tard, qu'elle allait tout lui expliquer. Mais il avait besoin de ses vêtements de travail. Rashid lui a alors dit « Pourquoi me fais-tu ça, Shawanda? Tu attends mon enfant. » Rashid affirme avoir fait ce que Shawanda lui avait demandé. Elle a ensuite déposé ses vêtements dans le couloir et reverrouillé la porte. Rashid n'a jamais vu l'homme dans l'appartement. Il n'a entendu que sa voix. D'après sa description et le son de sa voix, c'était un homme de race noire. Mais il ne pouvait pas nous en dire plus. L'enquêteur Smith demande au suspect de se soumettre au détecteur de mensonges. Rashid a obtenu un résultat de +9 au test de polygraphie, ce qui est excellent. Il n'a montré aucun signe de nervosité. Avant de partir, Rashid accepte qu'on prélève un échantillon de son ADN afin de le comparer au sperme trouvé sur la scène du crime. Les résultats sont négatifs. Rashid n'est pas le coupable. En sortant de la salle d'interrogatoire, j'ai dit à mon sergent que ce n'était pas notre homme et qu'il fallait reprendre l'enquête. David Smith se penche alors sur le reçu de guichet automatique trouvé chez Shawanda. Ce qui était intéressant à propos de ce retrait, c'est que Shawanda avait retiré ce montant à 20h30 le soir du meurtre, soit 30 minutes avant que Rashid revienne à l'appartement après ses cours. Les policiers confisquent la vidéo de surveillance de la banque et la confient aux techniciens pour voir s'ils ne pourraient pas en tirer quelque chose. Leurs efforts portent enfin leurs fruits. La vidéo de surveillance nous montrait Shawanda McAllister en train de faire un retrait au guichet automatique. Derrière elle, il y avait un véhicule avec les phares allumés. Et il y avait une enseigne illuminée. En l'observant de plus près, on pouvait voir qu'il s'agissait d'un taxi. Mais on ne pouvait pas discerner le nom de la compagnie ou voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. L'enquêteur Smith fouille dans ses notes de la scène du crime. 2 témoins se rappelaient avoir vu un taxi devant l'immeuble de la victime cette nuit-là. On a trouvé 2 voisins qui ont vu un taxi de la compagnie Gator City se garer près de l'appartement de Shawanda vers 21h, 21h30. Un de ses voisins affirme qu'un homme noir est monté dans le taxi vers 23h30, puis est parti. Rashid nous avait dit que Shawanda prenait souvent le taxi. On pensait alors avoir trouvé une première bonne piste. Les enquêteurs se rendent à la compagnie de taxi pour trouver qui a reconduit Shawanda chez elle la nuit de sa mort. J'ai questionné plusieurs chauffeurs de taxi, mais personne ne savait rien. Ils se souvenaient de Shawanda, mais ils ne pouvaient rien me dire au sujet du meurtre. Mais la police n'a pas interrogé tous les chauffeurs de taxi. 2 semaines plus tard, avant que les enquêteurs aient pu retrouver le chauffeur manquant, l'étrangleur de Jacksonville
récidive. Un homme travaillait sur un chantier dans le nord-ouest de Jacksonville quand il a entendu des chiens aboyer. Il est allé voir ce qui se passait et il a trouvé le corps d'une jeune femme afro-américaine. Il a immédiatement prévenu la police. Mon confrère et moi sommes arrivés sur la scène. Mon confrère m'a dit qu'il avait vu quelque chose derrière l'endroit où je me trouvais. C'était le corps d'une deuxième femme de race noire. La disparition de ces deux jeunes femmes a été signalée par leur famille plusieurs jours auparavant. Leur corps porte des marques de strangulation. Les similitudes avec les affaires Kilpatrick et McAllister sont frappantes. Un des corps avait été laissé à la vue, l'autre était partiellement recouvert de feuilles mortes. En examinant les corps, on s'est aperçu que leurs mains étaient ligotées. Police say her body was dumped here in this construction site. They were both strangled. Mais qui sont-elles? J'ai parlé avec une enquêteuse du bureau des personnes disparues et elle nous a révélé que Giovanna Jefferson et Serita Cohen étaient portées disparues depuis un bon moment. Giovanna Jefferson, 17 ans, a été portée disparue après n'être jamais rentrée d'une sortie au magasin. Sa famille m'a raconté que le matin de sa disparition, Giovanna avait reçu un appel d'un homme qu'elle appelait Dee. Elle devait aller le rencontrer et ils ne l'ont jamais revu. Les policiers parcourent les relevés téléphoniques de la disparue pour découvrir l'identité de cet homme mystérieux. Après avoir éliminé des dizaines d'amis et de proches, il ne leur reste qu'un nom. Paul DeRusso. Aurait-il enfin trouvé leur suspect? Nos supérieurs ont décidé que tous les enquêteurs participant à ces diverses enquêtes devraient se réunir pour élaborer une stratégie. Un de mes collègues est venu me voir pour me dire qu'une enquêteuse du Bureau des personnes disparues travaillait sur une affaire impliquant une jeune femme afro-américaine et un chauffeur de taxi. Je l'ai rencontrée et je lui ai demandé si c'était effectivement le cas. Elle m'a répondu que oui. Je lui ai alors demandé le nom du chauffeur de taxi. Elle m'a dit que c'était un homme du nom de Paul DeRusso. La chasse est ouverte. À ce moment-là, on ignorait l'ampleur de cette enquête. On ne savait pas si cet individu était dangereux ou jusqu'où cette enquête allait nous mener. OK, c'est à ton tour. OK. Est-ce que je suis un gars? Oui. OK. Est-ce que je suis Claude Rajot? Ben oui. Ben voyons donc. Tu niaises, là? Ben oui. Pas de prendre le 649. Prochain tirage, 7 millions. La culture du hockey, c'était la première fois qu'on la montrait véritablement. C'est pas loin d'être un documentaire. C'est un phénomène social. Partout ce qu'il y a du hockey, il y a Slapshot. Du hockey propre, petite histoire d'un film culte. Dimanche 21h, à DQD. Vos serpilleriens ne se rendront pas tout seuls au point de dépôt. Aidez-les. Avec plus de 900 points de dépôt, c'est facile de recycler ces vieux appareils électroniques. Ouais, mes pieds sont morts, moi. Bon ben, on finit ça? Les nouvelles semelles Stimulating Step de Dr. Scholl's. Elles massent les points de pression à chaque pas pour un confort qui dure et procure un effet énergisant. Les nouvelles semelles Stimulating Step de Dr. Scholl's. On a fait plein de jeux. Il nous en reste un. Lequel de vous survivra à la purge cette année? Vous prenez des risques, madame. Il le faut. Je suis la seule de ma famille à avoir survécu. La purge doit être abolie au plus vite. Ici votre système d'urgence vous annonçant le début de la purge annuelle. On n'a qu'un seul but. Survivre. La purge, l'année électorale. L'été, quand le soleil est au rendez-vous et que les règles tombent, les repas commencent plus tard, alors qu'on reste ensemble plus longtemps. Et les idées pour nos repas ne sont limitées que par notre imagination. La saison est peut-être un peu courte, mais longue vie au repas estival.
Le plat familial à 20 $ de PFK. Du vrai poulet du Québec élevé à la ferme et préparé dans nos cuisines pour vos tablées estivales. Peu importe où ce sera. Bon à s'en lécher les doigts. Que feriez-vous face à un tsunami, à une attaque de requin ou encore à une tornade? Analysez la situation. C'est comme ça que vous survivrez. Surtout ne tentez pas l'impossible. Ça ne sert à rien d'être courageux si c'est pour mourir. Face à la nature, le Grand Est, à 20h au lundi Science. Ce qui me plaît sur Elite Singles, c'est que je n'ai pas à trier les profils, seulement à les contacter. Inscrivez-vous sur Elite Singles, votre choix numéro 1 pour des rencontres premium au Québec. Un service Affinitas libre d'essai réservé aux personnes majeures. Partagez un original. Fujifilm Instax Mini 8. J'attends l'associé 29. Prochain tirage, 7 millions. Des êtres exubérants et irréductibles, fiers descendants d'Acadiens en exil, ont pris racine en Louisiane, tout en gardant vivante la langue française et leur culture. Cris sur le Bayou, dimanche 19h, à DocuD. Un tueur en série fait régner la terreur à Jacksonville, en Floride. 4 jeunes femmes noires ont été étranglées dans les 5 premières semaines de l'année 2003. Les autorités ne savent pas qui sera la prochaine victime de ce prédateur. On a réalisé qu'on avait affaire à un tueur méthodique, qui avait déjà tué par le passé et qui tuerait probablement à nouveau. La police devait absolument le coincer. Leur principal suspect est Paul DeRusso, un chauffeur de taxi qui aurait été en contact avec au moins 2 des victimes avant leur meurtre. Les enquêteurs fouillent son passé. DeRusso s'était engagé dans l'armée à l'âge de 22 ans et il était basé en Allemagne. Paul DeRusso a rencontré sa femme en Allemagne. Les deux servaient dans l'armée. Ils se sont mariés, puis ils ont été transférés à Fort Benning, en Géorgie. C'est là que sa femme a donné naissance à leurs 2 filles. Mais DeRusso a un passé trouble. Il avait un casier judiciaire bien garni, avec des accusations de cambriolage, de violence conjugale et d'agression sexuelle. Il n'a jamais purgé de peine significative, car les procureurs ne sont jamais parvenus à le faire condamner. DeRusso est arrêté une première fois à l'âge de 21 ans pour possession d'armes à feu. Mais il ne reçoit qu'une peine de 3 ans de probation. En Géorgie, il est de nouveau appréhendé pour enlèvement et viol. On a découvert qu'il avait été exclu de l'armée pour cause d'indignité. En regardant son casier judiciaire, on s'est rendu compte qu'il avait toujours eu de la chance. Il se faisait arrêter, mais les accusations étaient souvent abandonnées, ou il plaidait coupable et recevait une peine réduite. Puis, il reprenait ses méfaits. Quand une personne croit pouvoir s'en sortir sans devoir répondre de ses gestes, elle devient très dangereuse, et la gravité de ses crimes s'amplifie. Peu de temps après son renvoi de l'armée, DeRusso déménage sa famille à Jacksonville, où il occupe divers petits emplois, notamment comme mécanicien automobile. On a trouvé dans son casier judiciaire qu'il avait été arrêté pour agression sexuelle sur une jeune femme de 19 ans à Jacksonville en 2001. Tamika Thomas marchait pour se rendre au travail quand Paul DeRusso l'a abordée. Il lui a demandé si elle était célibataire. Elle lui a dit qu'elle s'en allait chez elle. Il lui a offert d'aller la reconduire. Elle l'a décrit comme étant un homme beau et charmant. Tamika Thomas a affirmé qu'elle avait eu plusieurs relations sexuelles avec Paul DeRusso. Mais un jour, elle a remarqué un suçon sur son cou et elle a mis fin à leur relation.
Après qu'elle eut rompu avec lui, il a perdu les pédales. Il l'a agrippée par le cou, il l'a projetée contre la sécheuse, il l'a prise, il a déchiré ses vêtements et il l'a violée. Il lui aurait aussi dit que s'il ne pouvait pas la voir, personne ne l'aurait. DeRusso est arrêté pour agression sexuelle, mais il échappe encore une fois à la justice quand ses avocats obtiennent une accusation réduite de voie de fait simple. J'ai trouvé l'enquêteur qui avait travaillé sur cette affaire et je l'ai appelé pour lui demander s'il avait fait un prélèvement sur le suspect. Il m'a répondu que oui, c'était la procédure normale. Mais il faudra attendre plusieurs jours avant de connaître les résultats du laboratoire judiciaire. Pendant ce temps, les enquêteurs doivent recueillir le plus d'éléments de preuve possible pour espérer épingler ce suspect. En Floride, lorsqu'on arrête quelqu'un pour meurtre, on a un délai à respecter pour l'emmener devant les tribunaux. Le décompte commence dès qu'on l'appréhende. Si on ne peut pas lui faire subir son procès dans ce délai, l'affaire est close. Donc, il fallait trouver un moyen d'appréhender DeRusso, parce qu'on savait qu'il allait tuer à nouveau. L'agression de Tamika Thomas en 2001 procure aux policiers le prétexte qu'ils cherchaient. DeRusso ne respecte pas les conditions de sa probation. Une des conditions de sa probation était qu'il devait suivre une thérapie psychosexuelle. Il ne l'a pas fait. Ils ont donc pu l'arrêter pour non-respect de sa probation. Le groupe tactique d'intervention encercle la maison de Paul DeRusso pour procéder à son arrestation. Il a été détenu à la prison du comté pendant qu'on finissait de recueillir des preuves contre lui. Plus l'enquête progresse, plus les enquêteurs en apprennent sur ce prédateur et sur sa manière de procéder. J'ai visité une amie de Nekia et je lui ai montré une série de photos. Elle a immédiatement identifié DeRusso comme étant celui qui avait reconduit et séduit Nekia avant d'entrer chez elle. DeRusso a mis à profit son emploi de chauffeur de taxi et son charme naturel pour séduire une autre victime, Shawanda McAllister. Une des personnes que j'ai interrogées a mentionné que le jour de la mort de Shawanda correspondait à la première journée de travail de Paul DeRusso. Il aurait recueilli Shawanda au centre-ville pour aller la reconduire à son appartement pendant l'après-midi, vers 15 ou 16 heures. Paul DeRusso est retourné chez Shawanda plus tard ce soir-là et il a dû la charmer pour qu'elle le laisse entrer. Il n'y avait aucun signe d'introduction par effraction. Alors, il devait être le bienvenu. Dans le cas des deux victimes, j'ai pu déterminer qu'elles avaient communiqué avec DeRusso au téléphone avant leur disparition et le jour même de leur disparition. Les résultats des tests d'ADN parviennent enfin aux enquêteurs et les nouvelles sont encourageantes. Les résultats étaient positifs. L'ADN de Paul DeRusso correspondait à celui trouvé sur les lieux du meurtre de Shawanda McAllister. Il correspondait aussi à celui trouvé sur la scène de crime chez Nekia Kilpatrick. J'ai alors dit, on le tient, je ne l'oublierai jamais. Les enquêteurs portent 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré contre DeRusso. Ils ajoutent aussi 2 accusations de violence envers les enfants pour avoir laissé les enfants de Nekia Kilpatrick avec le cadavre de leur mère. On a amené DeRusso dans la salle d'interrogatoire. L'enquêteur Smith et moi avons commencé à discuter avec lui de sujets banals, comme la famille, les amis et l'armée, pour qu'il baisse sa garde. Il était très détendu et arrogant. Il ne s'inquiétait pas du tout, parce qu'il était convaincu qu'il pourrait encore s'en sortir sans être tenu responsable de quoi que ce soit. À un moment donné, on lui a parlé des filles.
Les enquêteurs passent aux choses sérieuses. On avait installé un tableau chronologique de tous les meurtres dans une autre pièce. Après avoir commencé l'interrogatoire, on s'est levé et on s'est dirigé dans cette pièce pour lui présenter notre tableau. Tout ce qu'il a voulu admettre, c'est qu'il avait été arrêté à ces occasions, mais qu'il n'avait rien à voir avec ces meurtres. Il disait qu'on n'avait aucune preuve contre lui. On lui a montré qu'on avait trouvé son ADN sur les victimes, mais il continuait de nier avoir eu des relations sexuelles avec elles. Il ne réalisait pas que son ADN le démasquait et le condamnait. Les enquêteurs sont certains d'avoir enfin attrapé l'étrangleur de Jacksonville. Ils restent donc bouche bée quand le procureur de district rejette leur dossier. Il prétend qu'il repose surtout sur des preuves circonstancielles. Les traces d'ADN prouvent uniquement que DeRusso a eu des relations sexuelles avec les victimes. Rien ne prouve qu'il les ait tuées. Mais les enquêteurs ne sont pas prêts à laisser partir ce maniaque. On voulait obtenir des relevés téléphoniques, interroger des témoins et faire diverses autres choses pour s'assurer que nos accusations étaient fondées avant de l'accuser de meurtre et de se lancer dans une course pour le faire passer devant les tribunaux. Dans le but d'étayer leurs preuves contre DeRusso, les enquêteurs tentent de trouver des crimes plus anciens pouvant lui être attribués. Au moment de l'arrestation de DeRusso, je travaillais à l'escouade des affaires non résolues. Mon équipe a décidé de passer en revue toutes les affaires pouvant être associées à DeRusso. Ce devait être des affaires où des femmes noires avaient été ligotées et étranglées. J'ai immédiatement pensé à l'enquête sur la mort de Tyrese Mack en 1999. Après tant d'années, les policiers auraient-ils enfin trouvé le meurtrier de Tyrese? Je me souviens d'avoir lu des articles sur un chauffeur de taxi accusé de meurtre. On le connaissait. On ne le connaissait pas personnellement, mais on l'avait déjà vu. Il travaillait dans notre quartier. On était sous le choc. C'était lui? Vous avez été piégé. Votre vie ne vous appartient plus. Elle est entre ses mains. Ils feront tout pour l'arrêter. Mais votre temps est compté. Arriveront-ils à temps? Comme si vous y étiez, au Vendredi policier. Les nouveaux mixtes de Tic Tac. Ils changent de saveur dans votre bouche. Ils ont d'abord le goût de cerise, puis de cola. Oh! Aussi offert en appréhendé Paul DeRusso, un chauffeur de taxi de Jacksonville pour une série de meurtres. Or, puisque leur dossier repose en grande partie sur des preuves circonstancielles, un verdict de culpabilité est loin d'être garanti. Les enquêteurs cherchent donc une preuve qui leur permettrait d'incriminer ce suspect. On savait que l'ADN de Paul DeRusso avait été retrouvé sur plusieurs des victimes. On savait qu'il avait commis plusieurs meurtres par le passé, mais on n'était pas certain de savoir tout sur ces crimes. Donc les enquêteurs ont rouvert de vieux dossiers pour trouver des similitudes. J'ai choisi une douzaine de dossiers que j'ai soumis au laboratoire. Le premier était celui du meurtre de Tyrese Mack en 1999. Je savais qu'il était très étoffé et qu'il comprenait un échantillon d'ADN. J'étais impatient de voir s'il correspondait. Par une chaude journée d'été, Tyrese Mack, une mère monoparentale, a été violée et étranglée dans son propre appartement. Mais personne n'est parvenu à identifier un suspect et l'affaire a été classée. Jusqu'à aujourd'hui. Le laboratoire a comparé le prélèvement vaginal vieux de 4 ans de Tyrese Mack au profil d'ADN de Paul DeRusso. Ils ont trouvé 13 marqueurs génétiques, ce qui est pratiquement incontestable sur le plan judiciaire. La police communique avec Sharabia Mack pour lui apprendre la nouvelle. Celui qui a tué sa sœur a finalement été pris. Elle était très heureuse. Elle semblait être très reconnaissante car on n'avait pas oublié sa sœur. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Il m'a contacté pour me dire qu'ils avaient trouvé celui qui avait tué ma sœur et qu'il s'appelait Paul DeRusso.
C'était incroyable. Mais tout n'est pas terminé pour autant. J'ai passé en revue mon enquête initiale. J'ai relu mon rapport et les déclarations des témoins. J'ai réexaminé toutes les preuves associées à cette affaire. J'ai tout revérifié. D'après les tactiques utilisées par DeRusso avec ses autres victimes, les policiers croient qu'il devait connaître Tyresa avant sa mort. Tyresa nous avait parlé, à moi et à ma grand-mère, de ce garçon qui s'intéressait à elle. Il lui avait offert une bague qu'elle avait refusée. Mais elle ne nous a jamais dit son nom, donc on ne le connaissait pas. Les enquêteurs croient maintenant savoir ce qui s'est produit cet après-midi-là. DeRusso a probablement utilisé son charme pour entrer chez Tyresa, puis il l'a sauvagement attaquée. On sait qu'il y a eu une relation sexuelle non consensuelle. Tyresa a essayé de se défendre, mais DeRusso était trop fort. Et une fois ligotée, elle ne pouvait plus rien faire. Il réutilisera cette même méthode par la suite. DeRusso est sorti de l'appartement après s'être assuré de ne laisser aucune empreinte digitale derrière lui. Puis, il vole la bague et la télévision de Tyresa Mack. Un témoin l'avait vu apporter un téléviseur à sa voiture. Un autre l'a vu revêtu d'un uniforme de travail bleu. On savait que le téléviseur de Tyresa Mack avait été volé et que Paul DeRusso travaillait comme mécanicien au moment du meurtre et qu'il devait porter un bleu de travail. Les enquêteurs examinent de nouveau les déclarations des témoins. Je suis retourné voir nos premiers témoins avec une série de photos de 6 personnes, dont DeRusso. Les 5 autres n'étaient là que pour brouiller les pistes. C'étaient tous des sujets de même race et qui se ressemblaient. Le premier témoin a immédiatement identifié DeRusso comme étant le suspect. Mais le deuxième témoin hésite. Elle dit n'avoir vu DeRusso que de côté. Les enquêteurs lui présentent donc une nouvelle série de photos de profil. Paul DeRusso a un profil très distinct, avec une pomme d'Adam proéminente. J'ai rencontré le procureur Mac Havner, et il m'a révélé que mon dossier était le plus solide pour inculper DeRusso. Il m'a dit de me préparer à aller en cours. Le procureur de district surprend les médias lorsqu'il annonce que DeRusso ne sera accusé que d'un seul meurtre, celui de Tyresa Mack. Et l'État demandera la peine de mort. Dans le dossier de Tyresa Mack, on avait une correspondance parfaite d'ADN et des témoins qui l'avaient vu sur la scène du crime au moment où l'homicide aurait eu lieu, selon nous. La loi nous permet d'utiliser des crimes similaires comme élément de preuve. Alors on a avisé la cour qu'on allait faire référence au meurtre de Nikia Kilpatrick et de Shawanda McAllister dans cette affaire. Car ces crimes ressemblaient beaucoup au meurtre de Tyresa Mack. The sheriff says he hopes Paul DeRusso's arrest will bring them some comfort and bring relief to the people of Jacksonville. And the community breathes a sigh of relief that a serial killer who once preyed upon young women in our community is off the street. Après un procès de 2 semaines, Paul DeRusso est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Tyresa Mack. Les délibérations sur sentence ont duré environ une semaine et le 28 juin 2007, le jury à 10 contre 2 a condamné Paul DeRusso à la peine de mort. DeRusso fait appel de sa sentence, mais il est vite débouté. L'étrangleur de Jacksonville attend toujours son exécution dans le couloir de la mort. Cette affaire fut l'une des rares sur lesquelles j'ai travaillé où toute l'escouade des homicides a collaboré. Je n'ai jamais vu ce genre de coopération en 32 ans de carrière comme policier. L'enquêteur des homicides est la dernière voix de la victime. La justice a été rendue pour ces victimes. On a résolu un crime
et on a envoyé un homme diabolique derrière les barreaux. Quand la sentence est tombée, tout le monde a été soulagé. Tout le monde pleurait. Ma mère pleurait et on s'est tous embrassés. C'est difficile à expliquer. On était tout simplement heureux que tout ça soit enfin terminé. Ils l'ont attrapé, mais ça ne ramènera jamais ma sœur. Le froid n'engourdit jamais l'instinct d'un tueur. Meurtre de sang-froid, dans un instant, à Canal D. Pendant notre fouille de l'appartement, on a remarqué un meuble télé dans le salon. Il y avait un motif précis dans la poussière. Il y avait donc une télévision à cet endroit, mais elle avait été récemment enlevée. Avec cette télévision et la bague manquante, les enquêteurs croient qu'il s'agit d'un vol qui a mal tourné. Mais quelque chose cloche. J'ai demandé à Sharabia si sa sœur avait des ennemis connus, ou si elle connaissait quelqu'un qui lui en voulait. Aucun signe d'entrée par effraction. Est-ce que Tyresa aurait pu connaître son meurtrier? Qui aurait pu faire ça? Elle ne laissait jamais entrer d'étrangers chez elle. Alors ça devait être quelqu'un qu'elle connaissait. C'était très difficile à comprendre. Tyresa Mack est née en 1975. Elle est la troisième d'une famille de 6 enfants et elle a grandi à Jacksonville. Après avoir terminé son secondaire, elle a trouvé un emploi pour élever ses 3 enfants. Elle était très gentille et déterminée. C'était une bonne mère. Quand elle n'avait plus de travail, elle en cherchait un autre. Elle était allée passer une entrevue ce matin-là. Le dernier jour de sa vie, Tyresa Mack s'est élevée tôt pour aller reconduire ses enfants à la garderie. Par une chaleur accablante, elle était ensuite partie à la recherche d'un nouveau travail. Ce n'est pas facile de garder son emploi avec un bébé asthmatique. On a appris que Tyresa Mack avait beaucoup de problèmes au travail, parce qu'elle devait souvent s'absenter pour aller chez le médecin avec son enfant. Le jour de sa mort, elle avait un rendez-vous chez le médecin à 15 h pour son bébé. Tyresa retourne chez elle vers 13 h pour se rafraîchir, avant d'aller chercher ses enfants et de se rendre chez le médecin. Cette journée-là, elle devait aller les chercher à l'école pour aller au rendez-vous du bébé. À 17 h, un employé de l'école les a emmenés chez ma grand-mère. Ce n'était pas normal parce que ma sœur devait aller les chercher. La grand-mère de Tyresa avait essayé de la joindre à plusieurs reprises pendant l'après-midi, mais en vain. Elle a donc appelé Sharabia pour lui demander si elle savait où était sa sœur. Sharabia l'ignorait, alors elle s'est immédiatement rendue à son appartement. Le corps de Tyresa est envoyé au laboratoire judiciaire pendant que les policiers interrogent les voisins. Et la chance leur sourit. 2 témoins ont vu un grand homme noir quitter l'appartement vers 13 h. On a identifié 2 témoins pendant notre enquête. L'un avait vu un suspect quitter l'immeuble avec une télévision, et les 2 l'ont vu monter dans son véhicule. Il a quitté Shawanda pour aller suivre un cours de plomberie dans une école technique locale. Rashid dit être retourné chez lui quelques heures plus tard. Il n'avait pas les clés de l'appartement et la porte était verrouillée. Il entendait de la musique à l'intérieur et la voix d'un autre homme en compagnie de Shawanda.
Shawanda lui a dit de s'en aller et de revenir plus tard, qu'elle allait tout lui expliquer. Mais il avait besoin de ses vêtements de travail. Rashid lui a alors dit « Pourquoi me fais-tu ça, Shawanda? Tu attends mon enfant. » Rashid affirme avoir fait ce que Shawanda lui avait demandé. Elle a ensuite déposé ses vêtements dans le couloir et reverrouillé la porte. Rashid n'a jamais vu l'homme dans l'appartement. Il n'a entendu que sa voix. D'après sa description et le son de sa voix, c'était un homme de race noire. Mais il ne pouvait pas nous en dire plus. L'enquêteur Smith demande au suspect de se soumettre au détecteur de mensonges. Rashid a obtenu un résultat de +9 au test de polygraphie, ce qui est excellent. Il n'a montré aucun signe de nervosité. Avant de partir, Rashid accepte qu'on prélève un échantillon de son ADN afin de le comparer au sperme trouvé sur la scène du crime. Les résultats sont négatifs. Rashid n'est pas le coupable. En sortant de la salle d'interrogatoire, j'ai dit à mon sergent que ce n'était pas notre homme et qu'il fallait reprendre l'enquête. David Smith se penche alors sur le reçu de guichet automatique trouvé chez Shawanda. Ce qui était intéressant à propos de ce retrait, c'est que Shawanda avait retiré ce montant à 20h30 le soir du meurtre, soit 30 minutes avant que Rashid revienne à l'appartement après ses cours. Les policiers confisquent la vidéo de surveillance de la banque et la confient aux techniciens pour voir s'ils ne pourraient pas en tirer quelque chose. Leurs efforts portent enfin leurs fruits. La vidéo de surveillance nous montrait Shawanda McAllister en train de faire un retrait au guichet automatique. Derrière elle, il y avait un véhicule avec les phares allumés. Et il y avait une enseigne illuminée. En l'observant de plus près, on pouvait voir qu'il s'agissait d'un taxi. Mais on ne pouvait pas discerner le nom de la compagnie ou voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. L'enquêteur Smith fouille dans ses notes de la scène du crime. 2 témoins se rappelaient avoir vu un taxi devant l'immeuble de la victime cette nuit-là. On a trouvé 2 voisins qui ont vu un taxi de la compagnie Gator City se garer. Mais DeRusso a un passé trouble. Il avait un casier judiciaire bien garni, avec des accusations de cambriolage, de violence conjugale et d'agression sexuelle. Il n'a jamais purgé de peine significative, car les procureurs ne sont jamais parvenus à le faire condamner. DeRusso est arrêté une première fois à l'âge de 21 ans pour possession d'armes à feu. Mais il ne reçoit qu'une peine de 3 ans de probation. En Géorgie, il est de nouveau appréhendé pour enlèvement et viol. On a découvert qu'il avait été exclu de l'armée pour cause d'indignité. En regardant son casier judiciaire, on s'est rendu compte qu'il avait toujours eu de la chance. Il se faisait arrêter, mais les accusations étaient souvent abandonnées, ou il plaidait coupable et recevait une peine réduite. Puis, il reprenait ses méfaits. Quand une personne croit pouvoir s'en sortir sans devoir répondre de ses gestes, elle devient très dangereuse, et la gravité de ses crimes s'amplifie. Peu de temps après son renvoi de l'armée, DeRusso déménage sa famille à Jacksonville, où il occupe divers petits emplois, notamment comme mécanicien automobile. On a trouvé dans son casier judiciaire qu'il avait été arrêté pour agression sexuelle sur une jeune femme de 19 ans à Jacksonville en 2001. Tamika Thomas marchait pour se rendre au travail quand Paul DeRusso l'a abordée. Il lui a demandé si elle était célibataire. Elle lui a dit qu'elle s'en allait chez elle. Il lui a offert d'aller la reconduire. Elle l'a décrit comme étant un homme beau et charmant. Tamika Thomas a affirmé qu'elle avait eu plusieurs relations sexuelles avec Paul DeRusso. Mais un jour, elle a remarqué un suçon sur son cou et elle a mis fin à leur relation. Après qu'elle eut rompu avec lui, il a perdu les pédales. Il l'a agrippée par le cou, il l'a projetée contre la sécheuse, il l'a prise, il a déchiré ses vêtements et il l'a violée. Il lui aurait aussi dit que s'il ne pouvait pas la voir, personne ne l'aurait. DeRusso est arrêté pour agression sexuelle, mais il échappe encore une fois à la justice
quand ses avocats obtiennent une accusation réduite de voies de fait simple. J'ai trouvé l'enquêteur qui avait travaillé sur cette affaire et je l'ai appelé pour lui demander s'il avait fait un prélèvement sur le suspect. Il m'a répondu que oui. C'était la procédure normale. Mais il faudra attendre plusieurs jours avant de connaître les résultats du laboratoire judiciaire. Pendant ce temps, les enquêteurs doivent recueillir le plus d'éléments de preuve possible pour espérer épingler ce suspect. En Floride, lorsqu'on arrête quelqu'un pour meurtre, on a un délai à respecter pour l'emmener devant les tribunaux. Bien vraiment, il y a une seule chose que je peux te garantir. C'est que tu vas te retrouver mort ou en prison. T'es prêt à accepter ça? Ouais. Bienvenue à bord. S'il savait la vérité, il me tuerait tout de suite. Motard espion, ce soir 22h, au Vendredi policier. Les noisettes comme celles que l'on trouve dans la crème onctueuse de Bueno sont récoltées depuis plus de 9000 ans. Mais rassurez-vous, les nôtres viennent juste de l'être. Des gaufrettes croustillantes, onctueuses et aux noisettes. Bueno, découvrez la gourmandise à l'état fin. Que pensent les femmes du test de grossesse première réponse résultat précoce, dont la technologie avancée décèle plus de types de l'hormone de la grossesse? Que c'est une première. Des résultats précis jusqu'à 5 jours plus tôt. Première réponse, c'est une première. C'est normal d'en avoir des fantasmes, tout le monde en a, mais t'es pas obligé de les réaliser. Tu me fun avec un gars ou avec une fille? Et toi, une belle blonde. Laquelle? Et voyons donc, t'es-tu malade? Je coucherai jamais avec la femme de mon frère. Hey! Le monde a changé. Pas eux. Je peux tout expliquer. Paul Doucet, Guillaume le Métis-Vierge, Patrice Robitaille, Les Trois Petits Cochons 2. Pensez à quelque chose qui vous stimule pas. Denis Coderre. Au cinéma dès le 1er juillet. Comme ça, tu dois le rincer d'abord. C'est des pâtes plutôt. Ça se lavera pas, cela. Ça a été cuit au four. Des problèmes de vaisselle? Oubliez ça. La puissance de Cascade Platinum s'attaque aux saletés collées les plus tenaces. Je te l'avais dit, moi. Cascade. Il y a plusieurs façons de savourer le cappuccino glacé de Tim Hortons cet été. Comblez votre envie pour le goût crémeux, frais et rafraîchissant du cappuccino glacé, aussi offert à saveur de mocha. Cappuccino glacé, fait pour nos étés. Qui que vous soyez, où que vous alliez, il y a toujours quelqu'un qui veut vous exercer. On ne combat pas un ennemi sans visage. Nous devons certes combattre, mais pas mourir nécessairement, pas si l'on nous porte secours. Qui va nous porter secours? Tout ce qu'ils nous ont volé, crois-moi, il faut nous le rendre sans dupe plus encore. Le Trône de Fer, saison 6, dès le 27 juin, à Super Écran. Oh oui, la plus douce douceur. Bonne pâte. Charmin Ultra Soft est si doux que vous voyez la douceur grâce à nos coussinets confort. De plus, vous pouvez en utiliser jusqu'à 4 fois moins que la marque de l'oiseau à une épaisseur. Allons-y gaiement avec Charmin. Capteur avancé. La femme de mon frère? Hey! Le monde a changé. Pas eux. Je peux tout expliquer. Paul Doucet, Guillaume le Métis-Vierge, Patrice Robitaille, Les Trois Petits Cochons 2. Pensez à quelque chose qui vous stimule pas. Denis Coderre. Au cinéma dès le 1er juillet. Comme ça, tu dois le rincer d'abord. C'est des pâtes plutôt. Ça se lavera pas, cela. Ça a été cuit au four. Des problèmes de vaisselle? Oubliez ça. La puissance de Cascade Platinum s'attaque aux saletés collées les plus tenaces. Je te l'avais dit, moi. Cascade. Il y a plusieurs façons de savourer le cappuccino glacé de Tim Hortons cet été. Comblez votre envie pour le goût crémeux, frais et rafraîchissant du cappuccino glacé, aussi offert à saveur de mocha. Cappuccino glacé, fait pour nos étés. Qui que vous soyez, où que vous alliez, il y a toujours quelqu'un qui veut vous exercer. On ne combat pas un ennemi sans visage. Nous devons certes combattre,
Mais pas mourir nécessairement, pas si l'on nous porte secours. Qui va nous porter secours? Tous ceux qui nous ont volé, crois-moi, ils vont nous le rendre centuple et plus encore. Le Trône de Fer, saison 6. Dès le 27 juin, à Super Écran. Oh oui, la plus douce douceur. Bonne pâte. Charmin Ultra Soft est si doux que vous voyez la douceur grâce à nos coussinets confort. De plus, vous pouvez en utiliser jusqu'à 4 fois moins que la marque de l'oiseau à une épaisseur. Allons-y gaiement avec Charmin. Capteur avancé. Information d'angle mort. Alerte de collision avant. Et régulateur de vitesse adaptatif. Le Acura RDX 2017. Avec Acura Watch. Conçu pour vous laisser savourer pleinement la conduite. Louez le RDX à partir de 428 $ par mois pour 36 mois. Bienvenue à La Havane, le joyau de Cuba. On adore nos vieilles américaines. Mais à cause de l'embargo, elles sont figées dans le temps. C'est pas simple de les garder en état de marche dans ces conditions. On y arrive en s'entraidant et en se servant de l'ingéniosité cubaine. Cuban Chrome, mardi 21h, à Canal D. En janvier 2003, 2 jeunes femmes noires sont retrouvées sans vie en l'espace de 10 heures. Pendant que les techniciens en scène de crime fouillent l'appartement, les enquêteurs examinent le corps. Elle était là depuis quelques jours. On a remarqué qu'elle avait été attachée. Le tueur avait fait un nœud coulant avec un cordon de télévision et il l'avait passé autour de son cou pour l'étrangler. Le tueur n'a laissé aucune empreinte digitale derrière lui et il n'y a aucun signe d'entrée par effraction. La seule preuve recueillie par les enquêteurs est un échantillon de sperme prélevé sur le corps de la victime. On a trouvé du sperme, mais on ne pouvait pas déterminer si Nikia avait été agressée sexuellement par le meurtrier ou si elle avait eu une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. On ne trouvait rien qui pouvait suggérer qu'elle avait été agressée sexuellement. Les enquêteurs questionnent les voisins de Nikia, mais personne n'a rien vu. Ou personne ne veut parler. Cette affaire en est vite restée là. Les membres de la famille de Nikia m'appelaient et j'étais désolé de ne pouvoir rien faire pour eux. Puis on nous a signalé une autre victime. Dix jours après le meurtre de Nikia Kilpatrick, une autre jeune femme est retrouvée morte dans son appartement. La victime habite à 1,5 km de chez Nikia. Vous savez, c'est comme quand on a la chair de poule. Dans le même quartier, il y avait une autre jeune femme noire, morte, étranglée dans un appartement. Elle était enceinte. Tout le monde se demandait ce qui se passait. L'enquêteur David Smith est assigné à cette nouvelle affaire. Shawanda McAllister était une femme afro-américaine d'environ 20 ans. Elle étudiait les sciences de la santé. Elle était enceinte de 2 ou 3 mois. C'était une jeune femme sympathique et travaillante. Les policiers tiennent à discuter avec le petit ami d'origine jamaïcaine de Shawanda, Rashid Tope. Il avoue être entré par effraction dans l'appartement ce soir-là, mais c'était parce qu'il avait oublié ses clés. Rashid nous a raconté qu'il était rentré vers 23h30 ce soir-là. Personne ne répondait à la porte. Donc, il est entré par une fenêtre. C'est alors qu'il prétend avoir trouvé sa petite amie sans vie. Elle était face contre terre au pied de son lit. Elle était dénudée. Pendant qu'on finissait de recueillir des preuves contre lui. Plus l'enquête progresse, plus les enquêteurs en apprennent sur ce prédateur et sur sa manière de procéder.
J'ai visité une amie de Nikia et je lui ai montré une série de photos. Elle a immédiatement identifié DeRusso comme étant celui qui avait reconduit et séduit Nikia avant d'entrer chez elle. DeRusso a mis à profit son emploi de chauffeur de taxi et son charme naturel pour séduire une autre victime, Shawanda McAllister. Une des personnes que j'ai interrogées a mentionné que le jour de la mort de Shawanda correspondait à la première journée de travail de Paul DeRusso. Il aurait recueilli Shawanda au centre-ville pour aller la reconduire à son appartement pendant l'après-midi, vers 15 ou 16 heures. Paul DeRusso est retourné chez Shawanda plus tard ce soir-là et il a dû la charmer pour qu'elle le laisse entrer. Il n'y avait aucun signe d'introduction par effraction, alors il devait être le bienvenu. Dans le cas des deux victimes, j'ai pu déterminer qu'elles avaient communiqué avec DeRusso au téléphone avant leur disparition et le jour même de leur disparition. Les résultats des tests d'ADN parviennent enfin aux enquêteurs et les nouvelles sont encourageantes. Les résultats étaient positifs. L'ADN de Paul DeRusso correspondait à celui trouvé sur les lieux du meurtre de Shawanda McAllister. Il correspondait aussi à celui trouvé sur la scène de crime chez Nikia Kilpatrick. J'ai alors dit, on le tient, je ne l'oublierai jamais. Les enquêteurs portent 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré contre DeRusso. Ils ajoutent aussi 2 accusations de violence envers les enfants pour avoir laissé les enfants de Nikia Kilpatrick avec le cadavre de leur mère. On a amené DeRusso dans la salle d'interrogatoire. L'enquêteur Smith et moi avons commencé à discuter avec lui de sujets banals, comme la famille, les amis et l'armée, pour qu'il baisse sa garde. Il était très détendu et arrogant. Il ne s'inquiétait pas du tout, parce qu'il était convaincu qu'il pourrait encore s'en sortir sans être tenu responsable de quoi que ce soit. À un moment donné, on lui a parlé des filles. Les enquêteurs passent aux choses sérieuses. On avait installé un tableau chronologique de tous les meurtres dans une autre pièce. Après avoir commencé l'interrogatoire, on s'est levé et on s'est dirigé dans cette pièce pour lui présenter. Et il n'y a aucun signe d'entrée par effraction. La seule preuve recueillie par les enquêteurs est un échantillon de sperme prélevé sur le corps de la victime. On a trouvé du sperme, mais on ne pouvait pas déterminer si Nikia avait été agressée sexuellement par le meurtrier ou si elle avait eu une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. On ne trouvait rien qui pouvait suggérer qu'elle avait été agressée sexuellement. Les enquêteurs questionnent les voisins de Nikia, mais personne n'a rien vu. Ou personne ne veut parler. Cette affaire en est vite restée là. Les membres de la famille de Nikia m'appelaient et j'étais désolé de ne pouvoir rien faire pour eux. Puis on nous a signalé une autre victime. 10 jours après le meurtre de Nikia Kilpatrick, une autre jeune femme est retrouvée morte dans son appartement. La victime habite à 1,5 km de chez Nikia. Vous savez, c'est comme quand on a la chair de poule. Dans le même quartier, il y avait une autre jeune femme noire, morte, étranglée dans un appartement. Elle était enceinte. Tout le monde se demandait ce qui se passait. L'enquêteur David Smith est assigné à cette nouvelle affaire. Shawanda McAllister était une femme afro-américaine d'environ 20 ans. Elle étudiait les sciences de la santé. Elle était enceinte de 2 ou 3 mois. C'était une jeune femme sympathique et travaillante. Les policiers tiennent à discuter avec le petit ami d'origine jamaïcaine de Shawanda, Rashid Tope. Il avoue être entré par effraction dans l'appartement ce soir-là, mais c'était parce qu'il avait oublié ses clés. Rashid nous a raconté qu'il était rentré vers 23h30 ce soir-là. Personne ne répondait à la porte. Donc, il est entré par une fenêtre.
C'est alors qu'il prétend avoir trouvé sa petite amie sans vie. Elle était face contre terre au pied de son lit. Elle était dénudée en bas de la taille. Elle avait les chevilles attachées avec un cordon électrique qui provenait de la télévision. Et il y avait un autre cordon électrique autour de son cou. Elle est donc morte, étranglée. Tout comme sur la scène du meurtre de Nikia Kilpatrick 10 jours plus tôt, le cordon électrique autour du cou de Shawanda forme un nœud coulant. J'ai été appelé sur la scène de crime de l'enquêteur Smith et j'ai été frappé par les similarités. Il y a un taxi de la compagnie Gator City se garait près de l'appartement de Shawanda vers 21h, 21h30. Un de ses voisins affirme qu'un homme noir est monté dans le taxi vers 23h30, puis est parti. Rashid nous avait dit que Shawanda prenait souvent le taxi. On pensait alors avoir trouvé une première bonne piste. Les enquêteurs se rendent à la compagnie de taxi pour trouver qui a reconduit Shawanda chez elle la nuit de sa mort. J'ai questionné plusieurs chauffeurs de taxi, mais personne ne savait rien. Ils se souvenaient de Shawanda, mais ils ne pouvaient rien me dire au sujet du meurtre. Mais la police n'a pas interrogé tous les chauffeurs de taxi. 2 semaines plus tard, avant que les enquêteurs aient pu retrouver le chauffeur manquant, l'étrangleur de Jacksonville récidive. Un homme travaillait sur un chantier dans le nord-ouest de Jacksonville quand il a entendu des chiens aboyer. Il est allé voir ce qui se passait et il a trouvé le corps d'une jeune femme afro-américaine. Il a immédiatement prévenu la police. Mon confrère et moi sommes arrivés sur la scène. Mon confrère m'a dit qu'il avait vu quelque chose derrière l'endroit où je me trouvais. C'était le corps d'une deuxième femme de race noire. La disparition de ces 2 jeunes femmes a été signalée par leur famille plusieurs jours auparavant. Leur corps porte des marques de strangulation. Les similitudes avec les affaires Kilpatrick et McAllister sont frappantes. Un des corps avait été laissé à la vue, l'autre était partiellement recouvert de feuilles mortes. En examinant les corps, on s'est aperçu que leurs mains étaient ligotées. Police say her body was dumped here in this construction site. They were both strangled. Mais qui sont-elles? J'ai parlé avec une enquêteuse du bureau des personnes disparues et elle nous a révélé que Giovanna Jefferson et Serita Cohen étaient portées disparues depuis un bon moment. Giovanna Jefferson, 17 ans, a été portée disparue après n'être jamais rentrée d'une sortie au magasin. Sa famille m'a raconté que le matin de sa disparition, Giovanna avait reçu un appel d'un homme qu'elle appelait Dee. Elle devait aller le rencontrer et ils ne l'ont jamais revu. Les policiers parcourent les relevés téléphoniques de la disparue pour découvrir l'identité de cet homme mystérieux. Après avoir éliminé des dizaines d'amis et de proches, il ne leur reste qu'un nom. Paul DeRusso. Aurait-il enfin trouvé leur suspect? Nos supérieurs ont décidé que... Je tourne à ce sur 9. Prochain tirage, 7 millions. Des êtres exubérants et irréductibles, fiers descendants d'Acadiens en exil, ont pris racine en Louisiane, tout en gardant vivante la langue française et leur culture. Cris sur le Bayou, dimanche 19h, à DocuD. Un tueur en série fait régner la terreur à Jacksonville, en Floride. 4 jeunes femmes noires ont été étranglées dans les 5 premières semaines de l'année 2003. Les autorités ne savent pas qui sera la prochaine victime de ce prédateur. On a réalisé qu'on avait affaire à un tueur méthodique, qui avait déjà tué par le passé et qui tuerait probablement à nouveau. La police devait absolument le coincer. Leur principal suspect est Paul DeRusso, un chauffeur de taxi qui aurait été en contact avec au moins 2 des victimes avant leur meurtre. Les enquêteurs fouillent son passé.
DeRusso s'était engagé dans l'armée à l'âge de 22 ans et il était basé en Allemagne. Paul DeRusso a rencontré sa femme en Allemagne. Les deux servaient dans l'armée. Ils se sont mariés, puis ils ont été transférés à Fort Benning, en Géorgie. C'est là que sa femme a donné naissance à leurs deux filles. Mais DeRusso a un passé trouble. Il avait un casier judiciaire bien garni, avec des accusations de cambriolage, de violence conjugale et d'agression sexuelle. Il n'a jamais purgé de peine significative, car les procureurs ne sont jamais parvenus à le faire condamner. DeRusso est arrêté une première fois à l'âge de 21 ans pour possession d'armes à feu. Mais il ne reçoit qu'une peine de 3 ans de probation. En Géorgie, il est de nouveau appréhendé pour enlèvement et viol. On a découvert qu'il avait été exclu de l'armée pour cause d'indignité. En regardant son casier judiciaire, on s'est rendu compte qu'il avait toujours eu de la chance. Il se faisait arrêter, mais les accusations étaient souvent abandonnées, ou il plaidait coupable et recevait une peine réduite. Puis, il reprenait ses méfaits. Quand une personne croit pouvoir s'en sortir sans devoir répondre de ses gestes, elle devient très dangereuse, et la gravité de ses crimes s'amplifie. Peu de temps après son renvoi de l'armée, DeRusso déménage sa famille à Jacksonville, où il occupe divers petits emplois, notamment comme mécanicien automobile. On a trouvé dans son casier judiciaire qu'il avait été arrêté pour agression sexuelle sur une jeune femme de tiers. Il y avait donc une télévision à cet endroit, mais elle avait été récemment enlevée. Avec cette télévision et la bague manquante, les enquêteurs croient qu'il s'agit d'un vol qui a mal tourné. Mais quelque chose cloche. J'ai demandé à Sharabia si sa sœur avait des ennemis connus, ou si elle connaissait quelqu'un qui lui en voulait. Aucun signe d'entrée par effraction. Est-ce que Tyresa aurait pu connaître son meurtrier? Qui aurait pu faire ça? Elle ne laissait jamais entrer d'étrangers chez elle. Alors ça devait être quelqu'un qu'elle connaissait. C'était très difficile à comprendre. Tyresa Mack est née en 1975. Elle est la troisième d'une famille de 6 enfants et elle a grandi à Jacksonville. Après avoir terminé son secondaire, elle a trouvé un emploi pour élever ses 3 enfants. Elle était très gentille et déterminée. C'était une bonne mère. Quand elle n'avait plus de travail, elle en cherchait un autre. Elle était allée passer une entrevue ce matin-là. Le dernier jour de sa vie, Tyresa Mack s'est élevée tôt pour aller reconduire ses enfants à la garderie. Par une chaleur accablante, elle était ensuite partie à la recherche d'un nouveau travail. Ce n'est pas facile de garder son emploi avec un bébé asthmatique. On a appris que Tyresa Mack avait beaucoup de problèmes au travail, parce qu'elle devait souvent s'absenter pour aller chez le médecin avec son enfant. Le jour de sa mort, elle avait un rendez-vous chez le médecin à 15 h pour son bébé. Tyresa retourne chez elle vers 13 h pour se rafraîchir, avant d'aller chercher ses enfants et de se rendre chez le médecin. Cette journée-là, elle devait aller les chercher à l'école pour aller au rendez-vous du bébé. À 17 h, un employé de l'école les a emmenés chez ma grand-mère. Ce n'était pas normal parce que ma sœur devait aller les chercher. La grand-mère de Tyresa avait essayé de la joindre à plusieurs reprises pendant l'après-midi, mais en vain. Elle a donc appelé Sharabia pour lui demander si elle savait où était sa sœur. Sharabia l'ignorait, alors elle s'est immédiatement rendue à son appartement. Le corps de Tyresa est envoyé au laboratoire judiciaire pendant que les policiers interrogent les voisins. Et la chance leur sourit. 2 témoins ont vu un grand homme noir quitter l'appartement vers 13 h. On a identifié 2 témoins pendant notre enquête. L'un avait vu un suspect quitter l'immeuble avec une télévision, et les 2 l'ont vu monter dans son véhicule, puis quitter les lieux. Le lendemain, les policiers montrent aux témoins une série de photos de suspects correspondant sûr qui respectent l'environnement, dur contre la saleté, doux pour tout le reste. Participants: Canadian Tire, Home Hardware, Home Depot, Loblaws Provigo, Rona Renault Dépôt, Jean Coutu, BMR, Unimat, Walmart.
Du porc effiloché, ça va être bon. Mais ça va être prêt dans 5 heures. On va faire quoi pendant 5 heures? Goûtez dès maintenant au sandwich porc effiloché barbecue des restaurants Subway. 5,49 pour un 6 pouces. Oh oui, la plus douce douceur. Va les pattes. Charmin Ultra Soft est si doux que vous voyez la douceur grâce à nos coussinets confort. De plus, vous pouvez en utiliser jusqu'à 4 fois moins que la marque de l'oiseau à une épaisseur. Allons-y gaiement avec Charmin. Pour moi, la base d'une relation épanouie, c'est de partager les passions, les valeurs communes. C'est pourquoi j'ai choisi Elite Singles. Inscrivez-vous sur Elite Singles, votre choix numéro 1 pour des rencontres premium au Québec. Un service Affinitas libre d'essai réservé aux personnes majeures. Je m'y connais beaucoup plus en chaudière qu'en informatique. Mais quand on utilise Square pour accepter les cartes de crédit, se faire payer est un jeu d'enfant. Les fonds sont tout de suite déposés. Je peux compter sur cet argent et le réinvestir dans l'entreprise. Tout est simple et facile. Acceptez toutes les principales cartes de crédit avec Square et obtenez rapidement votre argent. Commandez votre lecteur de cartes gratuit sur square.ca. Le froid n'engourdit jamais l'instinct d'un tueur. Meurtre de sang-froid, ce soir 21h, au Vendredi policier. Il y a maintenant 4 ans que Tyresa Mack, une mère monoparentale, a été violée et étranglée dans son appartement. Le tueur s'est fait discret depuis. Mais il se prépare à sortir de l'ombre. À Jacksonville, en Floride, Sarah Anthony cherche son amie et voisine, Nikia Kilpatrick. La jeune mère monoparentale de 19 ans est enceinte de son 3e enfant et Sarah est sans nouvelles d'elle depuis plusieurs jours. Elle entend quelque chose bouger à l'intérieur. Un des enfants est venu à la fenêtre et a ouvert le store. Sarah a pu alors constater que l'appartement était sans dessus-dessous. Elle a vu Nikia inconsciente sur le sol, à mi-chemin entre la chambre et la salle de bain. Sarah court chercher de l'aide. Mack, une mère monoparentale, a été violée et étranglée dans son appartement. Le tueur s'est fait discret depuis. Mais il se prépare à sortir de l'ombre. À Jacksonville, en Floride, Sarah Anthony cherche son amie et voisine, Nikia Kilpatrick. La jeune mère monoparentale de 19 ans est enceinte de son 3e enfant et Sarah est sans nouvelles d'elle depuis plusieurs jours. Elle entend quelque chose bouger à l'intérieur. Un des enfants est venu à la fenêtre et a ouvert le store. Sarah a pu alors constater que l'appartement était sans dessus-dessous. Elle a vu Nikia inconsciente sur le sol, à mi-chemin entre la chambre et la salle de bain. Sarah court chercher de l'aide. Les enfants étaient seuls dans l'appartement avec le cadavre de leur mère. À notre arrivée, on a constaté qu'ils avaient cherché de la nourriture. Il y avait plusieurs boîtes de céréales ouvertes et ils avaient mangé tout ce qu'ils pouvaient. S'ils étaient restés là quelques jours de plus, ils auraient pu mourir. Pendant que les techniciens en scène de crime fouillent l'appartement, les enquêteurs examinent le corps. Elle était là depuis quelques jours. On a remarqué qu'elle avait été attachée. Le tueur avait fait un nœud coulant avec un cordon de télévision et il l'avait passé autour de son cou pour l'étrangler. Le tueur n'a laissé aucune empreinte digitale derrière lui et il n'y a aucun signe d'entrée par effraction. La seule preuve recueillie par les enquêteurs est un échantillon de sperme prélevé sur le corps de la victime. On a trouvé du sperme, mais on ne pouvait pas déterminer si Nikia avait été agressée sexuellement par le meurtrier ou si elle avait eu une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. On ne trouvait rien qui pouvait suggérer qu'elle avait été agressée sexuellement.
Les enquêteurs questionnent les voisins de Nikia, mais personne n'a rien vu. Ou personne ne veut parler. Cette affaire en est vite restée là. Les membres de la famille de Nikia m'appelaient et j'étais désolé de ne pouvoir rien faire pour eux. Puis on nous a signalé une autre victime. 10 jours après le meurtre de Nikia Kilpatrick, une autre jeune femme est retrouvée morte dans son appartement. La victime habite à 1,5 km de chez Nikia. Vous savez, c'est comme quand on a la chair de poule. Dans le même quartier, il y avait une autre jeune femme noire